Tu t'es essayé à l'IA, tu as eu des résultats sympas mais tu te sens un peu à l'étroit. Ce que tu voulais, c'était gagner du temps, c'était gagner de la productivité. Et qu'est-ce que tu as eu? Un chat, avec un bro virtuel. Tu te demandes, mais pourquoi je suis en mode chat? Pourquoi je parle avec une IA? Scroller, remonter, digérer parfois trop de contenu, trop de textes à lire et à relire. Je vais te montrer comment, avec quelques petites astuces et en détournant les meilleurs outils des vibe codeurs, sans compétences de logiciels ou de techniques avancées, on peut créer un assistant IA surpuissant. Tu vas découvrir avec 3 tutos les cas d'usage et les capacités que peuvent apporter cet assistant IA. Le tout pour pas cher. Manipulation d'images, gestion de bibliothèques photos ou même navigation sur le web. Voyons ce que cet assistant peut faire pour toi. Comment ça marche? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne t'enfuis pas tout de suite, je vais t'expliquer. Ça, c'est un éditeur de texte qui sert à la plupart des gens qui font du vibe coding, ou même depuis très longtemps, tout simplement aux développeurs. Ça leur permet de créer des logiciels. Oh non! En plus, c'est tout noir! Oui, alors pour le côté noir, c'est pour reposer les yeux. En soi, ce que tu vois, c'est juste un éditeur de texte comme Notepad, avec un explorateur de fichiers greffé à gauche, et au centre, tu auras des fichiers ouverts sous forme d'onglets, un peu comme dans Chrome. Tu pourras aussi y afficher des plugins. Il y en a plein qui sont très sympas et très utiles, ou tout simplement celui qui va nous intéresser, Claude. Dis bonjour Claude. Bonjour. C'est bien. En fait, le vibe coding, c'est donner accès à un dossier à une IA qui va venir, selon ce qu'on lui demande, créer du logiciel, sous la forme de fichiers sources de code. Mais en soi, rien ne dit qu'on doit juste lui demander de créer des applications, et aussi rien ne dit qu'à la base le dossier devrait être vide, qu'on devrait partir d'une page blanche. Et là, je pense que tu commences à comprendre. On peut lui donner accès à n'importe quel dossier. Des dossiers qui contiennent des documents qui t'intéressent, que tu as envie de traiter, manipuler, transformer, ou peut-être d'en créer des nouveaux. L'IA peut totalement exploiter ce contexte. Et elle ne se contente pas forcément d'aller jouer avec des fichiers. Elle peut aussi installer des logiciels pour aller au bout de ce que tu lui as demandé. Et tu peux demander tout ça à une IA qui travaille dans tes fichiers sans la barrière d'un chat. Ok, donc par où on commence? Alors, il y a plusieurs options possibles. La plus simple, c'est d'installer Visual Studio Code, le fameux éditeur de texte, et ensuite de mettre le plugin Claude Code dedans. C'est vraiment très simple à installer. Pour que tout cela fonctionne, tu auras forcément besoin d'une IA. Soit il te faudra un abonnement à Claude Pro, une vingtaine de dollars par mois, soit tu as encore mieux, l'IA GLM, une IA chinoise, coûte une bouchée de pain, à partir de 3 dollars par mois. Alors je vais pas faire de redite ici, j'ai déjà parlé de ces deux IA dans 2 autres vidéos. Si jamais tu n'es pas à l'aise pour installer ces outils, je t'invite à jeter un œil dans la description, je vais mettre les liens vers ces 2 vidéos qui te permettront de mieux les appréhender. Ok, donc maintenant qu'on a notre environnement de travail, Visual Studio Code, Claude Code et notre abonnement IA, on peut y aller. Laisse-moi te faire quelques démonstrations de ce que l'on peut faire. L'idée, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais de te montrer des pistes qui vont t'amener à réfléchir sur qu'est-ce que cette IA pourra faire pour toi, pour inspirer tes propres usages. Démo 1, conversion d'image. Alors pour commencer, on va faire de simples manipulations de conversion d'image. L'idée est surtout de montrer comment on peut dérouler le fonctionnement de l'outil. Commençons par un cas simple. Pour une de mes vidéos, j'ai dû injecter des icônes. Ces icônes, j'ai pu les retrouver au format SVG. Il fallait que je les convertisse en PNG. Alors d'habitude, j'ai un petit outil qui me fait ça, mais ce coup-ci, je ne sais pas pourquoi. CSVG ne voulait pas se convertir correctement en PNG. Je vais vous montrer comment, avec un assistant personnel utilisant Claude Code, je peux lui faire faire ce boulot pour moi. Donc, j'ai ouvert Visual Studio Code. Je vais mettre mes différentes icônes ici. Donc là, on voit un certain nombre de SVG. Donc SVG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du format vectoriel. Donc maintenant, j'ouvre Claude Code et je vais simplement lui indiquer: peux-tu me convertir les différentes images SVG qui se trouvent actuellement dans le dossier images en PNG? Attention, il faut que le fond reste transparent. Donc c'est parti. Là, il a trouvé un outil disponible. RSVG-convert. Pourquoi pas? Allons-y. Ok. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc le souci, c'est la résolution finale du PNG. Avec le SVG, on peut faire une résolution infinie, mais avec le PNG, la résolution est stabilisée. Avec une résolution pareille, je ne pourrais afficher les icônes qu'en tout petit. Et moi, je vais vouloir les afficher en plus grand et avoir plus de qualité pour pouvoir peut-être zoomer dessus, faire des effets. Ok, c'est pas mal, mais la résolution est trop faible. Peux-tu essayer de faire du 1000 pixels de large pour chacun de ces icônes? On y va. Donc je valide. Touche 1 sur le clavier, c'est ce qui est le plus efficace. Résultat. Ah, là, ça m'a l'air pas mal. Voilà, vous voyez, j'ai utilisé Claude Code non pas pour générer du code ou de l'applicatif, mais pour m'aider à faire des tâches un peu fastidieuses avec des fichiers informatiques. Bon là, c'était simple, c'était juste pour te montrer rapidement les bases. Essayons de faire quelque chose d'un peu plus évolué. Démo 2, gestion des photos. N'as-tu jamais eu des tonnes de photos que tu veux catégoriser, ranger, trier, en faire des albums, potentiellement supprimer celles qui sont moches ou floues? C'est tellement pénible à faire soi-même que tu en as marre et que tu laisses tout en vrac. Est-ce qu'on peut faire ça avec notre assistant? Voyons ça. Ok, donc essayons quelque chose d'un peu différent. Imaginez, vous avez fait des photos
Ça peut être un week-end, des vacances ou un petit shooting. Et habituellement, vous avez envie de trier ces photos, de ranger ces photos, de les manipuler. On va voir comment notre super assistant peut nous aider. Donc j'amène les photos ici. Donc c'est des photos brutes qui viennent d'un iPhone. Alors comme habituellement, un iPhone, ça capture en HEIC. C'est un très bon format, bien meilleur que le JPEG, qui compresse plus tout en ayant plus de qualité qu'un JPEG. Mais là, ce format n'est pas forcément géré partout. Là, on peut voir que dans Visual Studio Code, le prévisualiseur de Visual Studio Code n'arrive pas à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Déjà, ça manque un peu de suffixes. Les noms sont très techniques sur les images. Donc je vais lui demander, dans le dossier photo, peux-tu ajouter un suffixe à chaque fichier? Il faudrait que ce soit l'année sur 4 chiffres, le mois sur 2 chiffres et le jour sur 2 chiffres. Il faut qu'il soit extrait des exifs de chaque photo. Ça me paraît pas mal, donc c'est parti. Là, il comprend qu'il va lui falloir un outil pour aller extraire les informations qui sont à l'intérieur des photos. Il comprend qu'il faut aller chercher dans toutes les photos, ça c'est important aussi. On dirait que j'ai fait une boulette. Je lui ai dit suffixe au lieu de préfixe. Mince alors. Est-ce que c'était dans le script? Oups, je voulais dire préfixe et non pas suffixe. Peux-tu corriger? Et donc là, par son potentiel de contexte sur ce qu'il y a déjà depuis le début, son potentiel cognitif, il va être capable de déduire que je voulais l'inverse. Il n'a pas besoin de refaire tout ce qu'il a fait avant comme on aurait fait un script un peu bête et méchant. Voilà. Et c'est pas mal, la date est bonne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le HEIC c'est un format très puissant. Mais le problème c'est qu'il n'est pas très portable. Dans Visual Studio Code, je ne peux pas les visualiser par exemple. Donc je vais lui demander de les convertir. Convertis-moi les fichiers HEIC en fichiers JPEG. Conserve les originaux. Pour la compression, j'aimerais quelque chose qui soit à la fois qualitatif, sans trop de destruction de l'image source, mais en gardant un bon niveau de compression. Ok, ça devrait pas être trop compliqué. Là, il va chercher s'il y a des outils sur ma machine. Alors, potentiellement, il y a des cas où il pourrait ne pas trouver un outil. Pour essayer de détecter est-ce que j'ai Homebrew, un outil qui permettrait d'installer d'autres outils. C'est un gestionnaire de package. C'est parti, il a converti, 85% de qualité. En vrai, c'est assez classique. Donc maintenant, on peut visualiser les différents fichiers directement dans Visual Studio Code. Alors voilà, on peut voir des super selfies pour le test. Et de plus en plus, j'ai fait en sorte qu'ils soient flous. Voilà, on ait des selfies un peu flous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On pourrait lui dire d'essayer de trouver les fichiers qui sont flous et de les mettre de côté, automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que de trier les photos floues quand on revient de vacances et qu'on a des centaines, voire des milliers de photos? Vérifie quelles sont les photos floues et mets-les de côté. Tu peux utiliser n'importe quel outil qui serait nécessaire à cette tâche. Tu peux les récupérer par exemple via Homebrew si nécessaire. Voilà, c'est pas mal. On y va. Donc là, il essaie d'utiliser un outil qui s'appelle OpenCV. C'est une librairie Python qui permet de faire de l'analyse d'images. Il constate que cette librairie n'est pas installée, donc il va essayer de l'installer. Alors là, il va me montrer tout le code qu'il essaye de mettre en œuvre. J'ai jamais vu une pop-up aussi grosse. On ne peut même pas la scroller jusqu'en haut. Bon, on va lui faire confiance. Donc il a repéré 3 photos floues. Et il me les a mis à part. Ok, on va vérifier ce qu'il a fait. Voyons les photos floues. C'est flou. C'est pas si flou que ça. Mais un petit peu, c'est un petit peu flou. Est-ce qu'il en a gardé des très flous? Ah c'est bizarre quand même. La 3102, il considère que c'est net. Il a un bon score de netteté. On va lui dire que c'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Certaines photos floues ont été conservées et d'autres étaient un peu moins floues et ont été mis comme étant floues. Est-ce que tu as un système plus intelligent à ta disposition? Donc là, il remet les photos tout au même endroit. Là, c'est lui qui est en train de lire chacune des photos. J'imagine que ça consomme un paquet de tokens. Et son analyse a l'air un peu plus avancée. Voyons ce qu'il m'a fait. Ouais, celle-là, elle est bien floue. Celle-là, elle est bien floue aussi. Donc là, il m'a enlevé les photos qui sont vraiment très floues. Pour lui, la 3097, elle est nette. Regarde de côté, mais nette. Le problème, c'est que la partie floue, c'est plutôt le visage, alors que le reste est net, effectivement. La mise au point n'était pas bonne. Je vais lui indiquer ça. Mais c'est déjà pas mal. Parce qu'en soi, les photos vraiment très floues, il les a virées. Et c'est toujours ça de moins à trier. Il y a certaines photos dont le fond est net, mais pas le visage. Est-ce que tu sais faire la différence? Est-ce que tu peux réessayer un coup pour voir ce que ça donnerait si tu n'analyses que la netteté des visages? L'important, c'est que les visages soient bien nets. Voilà, on peut toujours essayer. Alors forcément, tout ça, c'est que des exemples d'usage. Vous pouvez avoir vos propres critères, votre propre façon de faire. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que vous aurez trouvé quels sont les bons critères, vous pourrez tout le temps lui donner. On pourra répéter la stratégie qui marche le mieux. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Ah, il y en a une de flou en plus. Ok, alors voyons voir. Flou, un peu flou. C'est vrai que c'est surtout le fond qui est net. Très flou, pas mal. Et il a gardé ça, ouais.
Ouais, ça va. Bon, c'est pas mal. Avoir viré une photo de flou sur 2 alors que j'en avais, là, il y en a 8. Genre, en gros, j'en avais 5 plus ou moins floues. C'est pas mal du tout. OK. Prends toutes les photos qui ne sont pas floues, qui sont du 3 février, et mets-les dans un dossier que l'on appellera année sur 4 chiffres, mois sur 2 chiffres, espace, et là tu mets shooting photo de test pour l'assistant Claude. Et voilà, j'ai rangé mes photos, triées, converties, elles sont toutes disponibles ici. Allez, un dernier petit test. Sur les photos qui ne sont pas floues, j'aimerais que tu me les recadres au format carré. Et voilà, carré, carré, carré et carré. C'est pas mal du tout, mais on voit qu'il y a un petit problème de cadrage. Peux-tu me les recadrer au format carré, mais en faisant en sorte que le visage soit bien centré? Donc forcément, il m'a altéré mes JPEG, donc il va repartir des HEIC. Heureusement qu'on les a gardés. Ça, c'est un point à faire attention, hein. Quand vous faites ce genre de manipulation, ayez des backups. Cet outil peut être bien moins consciencieux que vous. C'est pas mal, dis donc. Comment il a fait? Ok, a priori, il l'a fait avec CV2, OpenCV qu'on avait tout à l'heure. C'est pas mal du tout. Bon, j'irai pas analyser le détail de tout ça, mais ça me paraît très bien. Ah, c'était déjà un peu plus poussé. Et encore, j'ai vraiment fait qu'effleurer ce qu'on pouvait faire. On pourrait par exemple lui faire une documentation qui lui expliquerait systématiquement ce qu'elle est censée faire pour la gestion des albums. Et elle le ferait tout seul au moment où on lui dit « Vas-y, fais-moi un album de ça ». Ça lui dirait comment il doit procéder, comment il doit organiser les fichiers, qu'est-ce qu'il doit retirer en permanence. On pourrait lui dire juste d'appliquer toutes ces normes sur une boîte aux lettres où on viendrait jeter en vrac des tonnes de photos. Maintenant, essayons autre chose. Démo 3, MCP Chrome. Il faut savoir qu'il existe un concept qui s'appelle les MCP. Sans rentrer dans les détails, les MCP, c'est un peu des super pouvoirs pour les IA. Ici, on va s'attarder sur le MCP Chrome. Si une IA peut déjà faire des recherches avec un système de recherche caché, que l'on ne peut pas voir ou manipuler de notre côté, le MCP Chrome permet à votre IA de naviguer simplement, comme un être humain. Et de ton côté, tu vas pouvoir suivre cette navigation et la piloter. Alors pareil, je vais te faire un exemple assez simple pour te montrer le concept. On va lui demander de faire des recherches de footage à mettre dans des vidéos. Ok, donc on va essayer un autre scénario avancé. On va chercher des footage vidéo. Parce que quand on crée des vidéos sur YouTube, on a besoin de footage. Ouvre-moi le site Pixabay. L'idée, ça va être de montrer ce qu'on peut faire comme automatisation du navigateur. Donc voilà, on est sur le site Pixabay. Cherche-moi une vidéo avec des pompiers qui sont en train d'éteindre un feu. Alors Pixabay, c'est une source qui est plutôt gratuite. Pas sûr qu'il y ait tout ce qu'il me faut. Mais bon, on va voir ce qu'il fait. L'idée, c'est surtout de montrer qu'on peut manipuler et automatiser de la navigation web. Je pourrais lui faire chercher des hôtels, des choses comme ça. Attention, je ne veux que des vidéos qui viennent de Pixabay. N'ouvre pas de vidéos qui viennent de eStock. Ils sont des vidéos payantes d'un partenaire. Oui, il m'a posé une question. Voulez-vous que je clique sur la première vidéo pour voir plus de détails? Tu peux ouvrir les vidéos si tu veux. Essaye d'identifier celle qui serait la plus intéressante, la plus impressionnante. Celle-ci ne me plaît pas du tout, par exemple. Alors pour ceux qui se poseraient des questions, je suis en train d'utiliser un logiciel basé sur Whisper, qui est une technologie de speech-to-text. Ça me permet de parler avec mon IA plutôt que de taper du texte, ce qui peut être un peu fastidieux avec ces outils-là. D'ailleurs, sachez qu'il est possible de faire de la traduction instantanée. Je parle en français, c'est écrit en anglais. Avec certaines IA, certains contextes, c'est plus intéressant de leur parler en anglais. Celle-là est vraiment top. Est-ce que tu peux la télécharger? Voilà, j'aurais pu le faire boucler pendant 3 plombes sur différentes vidéos. Est-ce qu'il va me poser la question de la résolution? Il sélectionne le Full HD. Logique. Donc forcément, pour lui c'est compliqué, hein. C'est un peu long tout ça. Après, il faut noter que je suis sur la version de base de Claude. Je ne paye que 17 $ par mois. Peut-être que sur Claude Max ça irait beaucoup plus vite. Il faudra que j'essaye un jour Claude Max. Je sais pas ce qu'ils vont aller éteindre, mais ça a l'air chaud patate. Ah oui, là c'est pas mal aussi. Et franchement, c'est que le début. Il y a encore plein de possibilités. Conclusion. Bon écoute, j'espère que ces concepts t'ont plu. Tu me diras, ce genre de choses existe déjà, ponctuellement avec Copilot, ou même au niveau de ToolOS avec Claude Cowork, c'est pas faux. Et ce que je n'aime pas dans ces solutions, c'est qu'elles s'immiscent un peu partout. Et celles qui s'infiltrent le plus, comme Cowork, ne sont pas vraiment très stables. Elles peuvent vraiment dégénérer. Là, tu as beaucoup plus de contrôle, tu lui donnes un espace de travail restreint. Tu abaisses énormément le risque de ce qui se passerait en dehors de cet espace. Attention tout de même à bien lire les pop-up de confirmation. Bon, sinon, pour être honnête, j'avais prévu une 4e démo qui montrait comment l'IA pouvait organiser des fiches pour des vacances. Tu aurais un peu ta fiche journalière. Mais le problème, c'est que ça risquait de faire une vidéo beaucoup trop longue. Si ça t'intéresse et que tu veux que je la fasse, mets-moi un like et je la ferai dans une prochaine vidéo. Et aussi, abonne-toi pour ne pas la rater. Au plaisir de te revoir. Ciao!